Il existe un lieu à part en Nouvelle-Calédonie, un trésor de biodiversité caché en plein centre de l'île face au plus grand lagon du monde. Ici, on l'appelle simplement Deva. Revendiqué par les clans Kanaks, utilisé depuis des décennies par les habitants de la région, il est devenu il y a 10 ans le berceau d'un projet hors norme qui l'a brusquement fait sortir de l'ombre pour le placer au cœur des enjeux de l'archipel. Deva, c'est quand même un domaine d'une beauté époustouflante. Maintenant, le projet est là. Ce développement de Guaro Deva, il faut toujours être prudent quand on avance. Ce qui a été fait au cours des 15 dernières années sur Deva, c'était impensable il y a 20 ans. On compte plus nos heures, puisque c'est passionnant. Je veux dire, participer à un projet comme ça pour la Nouvelle-Calédonie, c'est passionnant. Peut-être effectivement commencer par Eric, par rapport à ton film, et que tu nous en dises un petit peu plus sur la manière dont est né le désir finalement de le faire et de développer effectivement toute cette aventure qui a été le tournage du film. En gros, bon, je vais être beaucoup plus court que Tayeb parce que je ne suis qu'un témoin, c'est tout. Moi, l'originalité en tout cas, c'est qu'effectivement, ça fait 25 ans que je vais en Calédonie et qu'à chaque fois que je fais un film en Calédonie, je pense que c'est le dernier. Et à chaque fois, je me dis, cette fois, je pense que j'ai fait le tour, je ne reviendrai plus. Et en général, à chaque fois qu'il y a un tournage, c'est à ce moment-là qu'une autre idée de projet arrive, souvent par quelqu'un, et puis que je repars de nouveau dans l'aventure de la Calédonie, et ça fait 25 ans que ça dure. Et pour Deva, ça a été un peu ça. Je suis allé tourner le précédent film qui était sur le monde du nickel et le rapport des Calédoniens avec le nickel. Et est venu, en discutant avec des Calédoniens, un peu ce qu'était l'après-nickel ou le sans-nickel. Quelles sont les autres aventures calédoniennes qui sont hors nickel. Et j'ai entendu pour la première fois le mot Deva. Et je me suis surtout aperçu à ce moment-là que je ne connaissais pas Deva. Malgré le temps que je passe en Calédonie, en fait, j'étais jamais allé dans ce coin-là. Je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai vu la façon dont on m'en parlait, en me disant clairement que c'était quelque chose d'extraordinaire, quand j'en ai parlé ensuite à mon ami Christophe Sand, l'archéologue qui est dans le film, et que lui m'a dit que c'était certainement les fouilles archéologiques les plus importantes qu'il ait jamais faites de sa vie en Calédonie, et surtout qu'elles avaient été faites d'une manière qu'il n'avait jamais vue ailleurs. J'ai commencé à creuser, et là je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur Deva. Mais finalement, le tournage, pour moi, a été aussi ma découverte de Deva, puisque j'y suis allé, j'y suis allé pour la première fois directement pour tourner le film. Simplement, j'y ai passé un mois, ce qui est une vraie chance, parce que franchement, quand vous avez vu les images, c'est un lieu magique. Et après, c'est vraiment sur place que j'ai découvert les enjeux de ce projet, et puis l'implication des gens qui avaient autour. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, des obstacles pour mettre en place le tournage ? Moi, je ne parlerai pas d'obstacles. Alors, je suis arrivé effectivement à un moment, en Tayeb le sait, où c'était un petit peu agité. Il y a eu effectivement les blocages à l'entrée du domaine. Mais globalement, ça m'a pas... ça m'a jamais empêché de tourner parce que simplement les gens, même quand ils considèrent qu'il y a encore des choses qui ne vont pas, même quand ils considèrent que le dialogue n'est pas toujours là, ils ont tous ce qui arrive toujours, c'est l'envie que ça aille plus loin. Donc de dépasser tout ça. Et donc de toute façon, clairement, ça n'a pas été un tournage difficile. Ça a été difficile au sens où il fallait que j'essaye d'être honnête avec ce qu'on me disait. Je pense qu'il y a effectivement peut-être certaines personnes qui étaient vraiment anti-projet Deva ne sont pas dans le film, mais simplement parce qu'elles n'ont pas voulu parler. Donc c'est mon seul regret, c'est qu'à la limite, j'aurais aimé avoir ces gens-là aussi. Ils sont minoritaires par rapport aux gens que j'ai trouvés, mais voilà, c'est le seul regret que je peux avoir. Mais sinon, je suis plutôt tombé sous le charme de Deva, moi. Et est-ce qu'il y a l'un des plus beaux souvenirs de tournage ?
Oh, bah alors, la plus belle surprise? la plus belle surprise, bah alors il y a les puffins, parce que franchement, passer une nuit à voir les puffins arriver comme ça, c'est extraordinaire. Et puis de toute façon, c'est aussi tous les moments que je passe à Christophe à chaque fois, parce que j'ai l'impression d'un seul coup de vivre, de comprendre ce qu'était l'histoire du lieu. Avec 3 pierres, en fait, moi, il me fait partir à chaque fois dans le passé d'un lieu, et donc là, dans le passé de Deva. Donc, ouais, vraiment, c'est ça les moments forts. Et après, c'est les rencontres, hein, parce que les rencontres avec Taïeb que je connaissais pas avant, c'est quand même c'est des gens, quand on les rencontre, on a l'impression de rencontrer des personnages centraux de certains lieux, quoi. Alors, Taïeb, peut-être, j'aimerais vous demander, Deva, vous grandissez à Bourail. Deva, quand vous êtes un petit garçon à Bourail, ça représente quoi? Bien, écoutez, d'abord, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être présents ce soir à cette présentation. Bien, écoutez, effectivement, quand j'étais petit garçon, parce que j'étais petit garçon, mais ça fait bien longtemps, eh bien, le domaine de Gourodeva représentait à cette époque 15 000 hectares, c'est-à-dire la moitié de ce que aujourd'hui représente la superficie du domaine. Mais la superficie du domaine aujourd'hui, c'est 10% de la superficie de la commune. C'était, bon, ben, quand on est gamin, on regarde la mer, on regarde les poissons, on regarde les cerfs, tout nous intéresse. Mais il est vrai qu'à aucun moment, quand j'avais 10 ans ou 12 ans, je pensais que je finirais maire de la commune de Bourail. Voilà. Donc, peut-être, si vous êtes d'accord, je vais peut-être enchaîner, parce que Eric, effectivement, est arrivé, a fait un beau film, c'est super. Ça va aussi permettre, ce film va permettre à beaucoup de Calédoniens de découvrir aussi l'état d'esprit, parce qu'il y a un état d'esprit. Mais si on arrive, je dirais, à faire ce projet de Gourodeva, qui est un projet grandiose, c'est bien parce qu'il y a eu des volontés communes. En dehors des années 80, le premier projet, c'était dans les années 83, c'était un Club Med qui avait été étudié, prêt à être déposé au permis de construire, et qui donc est rattrapé par à l'époque par le maître politique de la Calédonie, et donc on ramène tout ça sur le Grand Sud. Donc les rêves des bourraillers à l'époque s'estompent. Et il faut attendre donc 1992 le rachat d'une partie de la propriété, puisque la propriété, avant 1992, quand un groupe de financiers italiens, allemands, achète Gourodeva à un privé propriétaire calédonien, leur idée c'était de faire une promotion immobilière. Donc dès le départ, messieurs, si vous voulez faire une promotion immobilière, il va falloir que vous passiez par des accords au niveau de la commune. Mais la revendication Kanak, elle existait déjà. Elle existait déjà, mais elle n'était pas forte, parce que ce sont des lieux, comme vous avez vu, Christophe l'a dit, ce sont des lieux chargés de symbolique, chargés d'histoire, l'histoire de cette région, il est découvert avec le projet du Sheraton, le projet de développement de Gourodeva. Parce qu'avant, on savait qu'il y avait eu des Kanaks, mais comme pratiquement aucune recherche archéologique avait été faite, il a fallu donc le projet de Gourodeva pour mettre en place en Nouvelle-Calédonie l'archéologie préventive. C'est le premier projet en Nouvelle-Calédonie qui impose une archéologie préventive, qui impose, je dirais, un relevé de la situation environnementale, c'est-à-dire que tous les arbres que vous voyez à l'intérieur du Sheraton ou du Gold sont des arbres répertoriés. On les connaît, je dirais, au GPS, et on les connaît de leur nom scientifique.
Et ça, c'est quelque chose, donc, ça a été quelque chose de nouveau en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, on avait l'habitude d'amener les bulldozers, et puis de faire table rase, et puis de construire et de bétonner. Ce projet, là, au départ, il a eu aussi un caractère océanien. C'est-à-dire que quand vous voyez l'architecture, on est sorti des schémas traditionnels du bétonnage et des bâtiments modernes. On est resté, donc, on a voulu impérativement avoir donc un style océanien. Mais pour y arriver, tout à l'heure, Christophe Sand le disait, c'est un projet qui a été difficile à mettre en place. Et aujourd'hui, il y a encore des difficultés. Pourquoi difficile? C'est parce que dès l'année 2003, la province sud, donc je ne citerai pas le nom de son président à l'époque, vend le domaine. Ils vendent le domaine à des particuliers, 7000 hectares pour faire de l'élevage, et puis, on va dire, 2000 hectares réservés à faire donc, du béton, à faire des promotions immobilières. À cette époque, réaction d'un ancien maire, puisqu'à l'époque, je n'étais plus maire, mais j'étais élu à la province, réaction, et donc s'opposant, mais quand on s'opposait à l'époque au maître du territoire, Jacques Lafleur, il fallait s'attendre au retour de bâton. Donc on s'oppose et on va au tribunal administratif. Le tribunal administratif nous donne raison, cette propriété avait été vendue au vil prix. C'est le terme utilisé par le tribunal administratif. Donc les acheteurs, aussi bien l'acheteur de la propriété d'élevage comme les acheteurs pour faire de l'immobilier, vont à la cour administrative d'appel, y compris la province sud. Bon, une chance, parce que dans la vie, il y a toujours des chances. Pour, je dirais, les gens qui osent, il y a toujours à un moment donné la chance. La chance, c'est que la majorité politique, en 2004, change. À la province sud, on a une nouvelle équipe, donc c'est l'Avenir Ensemble à l'époque, donc présidée par Philippe Gomez, que vous avez vu dans le film. Et donc la donne change. La province sud lève son recours à la chambre administrative d'appel. Donc il ne nous reste plus que nous, enfin, plus particulièrement ma personne, qui avait été à la cour administrative d'appel. Donc on reste contre les acheteurs. Donc la province sud avait levé, ce qui a d'ailleurs facilité, je pense, la procédure, puisque Philippe Gomez, la province sud, a quand même aidé à faire accélérer la province sud à la chambre administrative d'appel. Et donc, voilà, résultat, en 2005, la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif. Donc, les ventes sont annulées. C'est à partir de là que, avec les Kanaks de la région, je dis bien avec les Kanaks de la région, qui avaient suivi dans une manifestation dans la commune de Bourail, qui avait suivi et qui avait donc là déposé une revendication foncière forte. Et c'est de là que naît le GDPL, le groupement de droit particulier local, qui regroupe tous les clans de la région. Parce que si on trouve dans le cadre des fouilles archéologiques, si on trouve des cimetières, si on trouve des tertres de cases nombreux, ça veut bien dire qu'à une époque, il y avait une population kanak importante dans le secteur, et cette population kanak, elle est donc dans la région, située de Bourail à la commune de Poya au nord et à la commune de Moindou au sud. Donc il crée un GDPL, mais une fois créé un GDPL, qu'est-ce qu'on fait avec un GDPL? On revendique de la terre. Et donc là, il y a eu un gros travail de fait, comme je le disais. Les réunions étaient interminables. C'est normal quand on traite avec le monde kanak, il faut être patient. Il faut être patient parce que quand ils disent oui, c'est un oui mais. Parce que quand ils ont dit oui, il faut qu'ensuite il y ait, je dirais, toutes les démarches coutumières auprès des autres clans pour sceller le oui. Alors ça dure
des semaines, ça dure des mois, ça a duré une année. Voilà. Donc, à partir de là, une société d'économie se crée, Province Sud, mairie de Bourail en 2008, GDPL. Donc là, c'est une innovation. Innovation parce que vous avez donc les collectivités, Province Sud, communes, dont je redeviens maire en 2008, et le GDPL et Promo Sud, donc il y a une société d'économie mixte, et les Canaques sont actionnaires à 24,5%, la commune 24,5%, la province sud 26,5% pour faire la société d'économie mixte, hein, puisque c'est une règle de 51% d'actionnariat des collectivités. Et puis, Promo Sud porteur revend des actions à une société qui s'appelle la Société Participation Bouraillaise. Donc, ce sont des petits porteurs. C'est-à-dire que ce projet de développement de Guarodeva et plus particulièrement du Sheraton, c'est un projet qui a été monté en commun pour que la population, les populations, soient partie prenante et portent le projet. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les Kanaks sont propriétaires à 10% du Sheraton. À 10% du Sheraton. Ils sont donc actionnaires au Sheraton et ils ont une valeur aujourd'hui estimée à plus d'1 milliard. Donc pour dire que c'est ça le destin commun dont parlait tout à l'heure Tony Dea ou Ito Waya. Ito Waya, c'est le barbu avec son appareil qui fait d'excellentes photos. Un personnage, je dirais, clé et incontournable dans la commune. Donc c'est d'une volonté politique, mais pour créer un destin commun, mais aussi pour préserver toute cette partie identitaire. Donc on a parlé de la forêt sèche. La forêt sèche était déjà classée par la commune depuis longtemps, mais c'est la plus grande forêt sèche existante dans le territoire. C'est une des seules forêts sèches qui a échappé au déboisement en Calédonie, avec toute la diversité que vous avez pu voir. Il y a toute une partie historique, archéologique, puisque historique, parce que Guarodeva, la forteresse de Moera, le nom Moera, c'est parce que vient de la forteresse de Moera, qui a été la dernière poche de résistance de la Révolution d'Ataï, dont vous avez certainement entendu parler. Et donc ces Kanaks de Guarodeva ont été chassés à l'est, donc dans les contreforts montagneux de la commune de Bourail, au nord vers Poya et au sud vers Moindou. Donc dans ce coin-là, personne autre qu'un homme politique qui disait qu'il n'y avait pas de culture kanak, qu'il y avait la culture de l'igname, ou qui se refusait à reconnaître que l'archéologie ou ce que disaient les archéologues pouvait être pris en compte sur l'antériorité de la population kanak en Nouvelle-Calédonie. Donc, lorsque on monte avec Philippe Gomez ce dossier, avec Tony Dea, président du GDPL. Tony Dea, c'est le gars qui est dans la casquette, qui parlait dans la case. On monte ce projet, on fait un protocole. Protocole validé par le GDPL, donc par tous les clans, validé par le conseil municipal et validé par la province sud. C'est-à-dire qu'on a un protocole qui nous lie dans le cadre du développement et de l'occupation donc, du domaine de Guarodeva. Donc c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et c'est symbolique parce qu'au moment où on parle un peu partout, qu'on se sert souvent de termes comme destin commun, terre de partage, je crois que nous, on a plutôt voulu faire du concret, moins utiliser les mots, mais réaliser sur le terrain et être concret en la matière. Alors, il est vrai, Christopson disait qu'on a eu des moments difficiles, c'est vrai. Il y en aura encore, aujourd'hui il y en a.
Mais ce sont des choses qui vont se traiter, qui vont se régler, parce que à l'époque où on lance ça, c'est l'intérêt général qui prime. Aujourd'hui, il y a des intérêts particuliers qui pointent le nez ou qui se créent ou qui se montent, mais ce sont des choses un petit peu normales parce que les blocages en Calédonie, ce n'est pas un fonctionnement océanien, ce n'est pas un fonctionnement kanak. Hein. Non, non. Le palabre, c'est un fonctionnement kanak. La discussion, les heures de discussion, prendre 2 temps de discuter, oui, mais les blocages, c'est quelque chose qui a été pris de l'importation de certaines habitudes pour faire de la pression. Mais comme le disait Christophe Sand, ce projet qui est un projet grandiose, c'est un projet dont on a, je dirais, beaucoup travaillé pour que ce soit du développement durable. Je dis bien du développement durable, puisque de toute façon, au centre du territoire, parce que Bourail est une commune au centre du territoire, vous avez un développement plein sud industriel, vous avez un développement plein nord industriel, et il fallait bien rééquilibrer, parce qu'on parle aussi beaucoup de rééquilibrage, rééquilibrer économique le centre du territoire. Bourail est une commune rurale, est une commune touristique, puisque les plages que vous avez pu voir, ça fait 14 km de plages de sable blanc continue. Donc il y a un développement possible, un développement qui peut être harmonieux, et je le disais, c'est que le Sheraton, c'est un peu la tête de pont du développement de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est un réservoir d'emplois. C'est un réservoir d'emplois, c'est 150 emplois au Sheraton, c'est 23 emplois au Golfe. Demain, le projet de casino qui donc sera accolé au Sheraton, ça représentera encore 27 emplois. Dans une région, dans une commune de 5500 habitants. Rien que le Sheraton. Mais là, Madame Anne va convertir, parce que moi, je ne vais pas faire la conversion, je reste encore à mon franc CFP. Aujourd'hui, la distribution de salaire représente plus de 400 millions de francs CFP. 3,5 millions d'euros. Redistribuer aux sociétés, aux entreprises, aux prestataires de services, c'est 150 millions de francs CFP. Alors 50 millions de francs CFP pour les fournisseurs de Bourail, 415 000 euros. 100 millions CFP pour tous les prestataires, 850 000 euros. Est-ce que quelqu'un qui est dans une commune en métropole ne serait pas content d'avoir, je dirais, une telle entreprise dans sa commune? Et au total, du coup, les chiffres que vous m'avez donnés, 556 millions. 556 millions pour toutes les retombées économiques, 4,7 millions d'euros pour une population en effet de 5500 habitants. Et puis une grande particularité, vous avez pu voir là, des jeunes filles s'exprimer ou des jeunes hommes s'exprimer. Ces gens-là, moi je les ai vus quand ils sont déposé leur candidature pour le travail. Et tout le monde se cachait un peu, tout le monde avait peur. Aujourd'hui, eh bien, il y a une véritable évolution, il y a une ouverture, il y a une assurance, et puis il y a aussi des promotions, parce que la jeune fille un peu métisse que vous avez vue aux yeux bleus, aujourd'hui, elle est dans un hôtel, elle est responsable dans un hôtel Marriott, je crois que c'est dans le Pacifique, c'est peut-être en Australie. Peut-être en Australie. Donc, pour vous dire que là aussi, il y a une promotion sociale. Donc, c'est pour ça que je remercie Eric aussi, je dirais, de ce film. Je remercie énormément Eric de ce film, parce qu'il montre la biodiversité, il montre aussi qu'en Calédonie, on peut faire quelque chose avec les Kanaks plutôt que de se taper dessus. Il faut que ce projet
D'ailleurs, c'est l'ambition de Philippe Gomez, mais lui, c'est un homme politique qui encore aspire à des élections, à d'autres mandats, ce n'est pas mon cas, mais que l'on continue justement à travailler dans l'intérêt général des populations, et que l'on continue à maintenir ce dialogue, ce partage, parce que c'est un véritable partage, ce n'est pas quelque chose qu'on donne pour passer, on ne paye pas un royalty, on ne paye pas des royalties pour passer comme ça se faisait souvent dans le temps. On voulait faire le méridien de l'île des Pins, et puis on venait avec des poignées de billets, et puis on arrosait les uns et les autres, et puis on repartait. Et puis on n'a pas fait quelque chose de solide, de constructif, et surtout pour l'avenir. L'avenir, ça c'est quelque chose d'important, et surtout pour les nouvelles générations et les jeunes générations. C'est ça le destin commun. Alors, DEVA, c'est aussi un lieu qui accueille des classes, des élèves, des petits-enfants, justement, des générations futures. C'est aussi un lieu où il y a un projet pédagogique avec les enfants. Oui, le domaine de Gwarodeva est aujourd'hui très sollicité par les écoles, et plus particulièrement sur l'archéologie. Mais là, ça s'adresse aux grands. Mais juste à côté, il y a donc le centre, le CAP de Poé. Ce sont des classes découvertes qui viennent. Et là, vous avez l'ancienne directrice qui est juste derrière, Yolande. Donc, aujourd'hui, c'est très fréquenté. Il y a plusieurs centaines de kilomètres de pistes VTT. Donc, c'est fréquenté par les VTTistes, c'est fréquenté par les marcheurs, c'est fréquenté énormément par les curieux qui viennent sur le lac, sur le marais du marais Fournier. Vous avez énormément de gens qui viennent, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant que le domaine de Gwarodeva soit ouvert. Parce qu'effectivement, vous avez entendu le chasseur, il disait, avant je venais avec mon père cueillir un cerf ou deux. Il n'y a qu'une chose qu'il n'a pas dit, qu'il est né en fraude, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été ouvert à la population. C'est un domaine qui a été ouvert à la population, et c'est pour ça qu'on s'est battu, pour qu'il ne tombe pas dans le domaine privé et qu'on bétonne tout ce secteur. Alors aujourd'hui, il y a un beau projet. Il y a un beau projet, c'est le village Kanak, qui est en voie d'être réalisé. Il y a un peu de blocage là, des entreprises bourraillaises qui veulent avoir le travail beaucoup plus cher que la concurrence. Mais bon, ça c'est un détail. Mais il y a un beau projet donc, qui était prévu dans le protocole d'accord avec le GDPL, qui va voir le jour, que Eric pourra venir filmer, je dirais, à une prochaine occasion. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant, et touristiquement, aujourd'hui, il y a un grand développement. Le Sheraton a démarré comme tous les grands hôtels, et les hôtels qui se situent hors des capitales. Ça a été beaucoup de clientèle locale, mais aujourd'hui, on a une grande satisfaction. Je dis aujourd'hui, 2017, une grande satisfaction, parce que 50% de la clientèle est maintenant une clientèle étrangère, donc australienne, néo-zélandaise, japonaise, et prochainement première arrivée d'un contingent chinois d'une cinquantaine de Chinois. Voilà. Est-ce que le projet DEVA sert de modèle à d'autres projets en Nouvelle-Calédonie? Ah oui, ça sert de modèle à d'autres projets, entre autres projet Kanak, puisque sur la commune de Lifou, commune de Lifou, il n'y a pas de problème de revendication foncière. Hein. Il n'y a pas eu de colonisation qui a poussé le Kanak à l'extrême de ses lieux de vie. Il y a quelques mois de ça, on a eu la visite d'un groupe de Lifou avec le grand chef Boula. Ils sont venus justement s'inspirer de ce qui avait été fait, et plus particulièrement toute la partie environnementale, parce que la construction de cet hôtel a été suivie au niveau de l'environnement par une commission municipale qui se réunissait régulièrement avec un de mes adjoints qui est très
je dirais, proche de l'environnement, c'est Olivier Houdon. Voilà, donc, c'est un projet. Donc ça, ce sont des choses qu'aujourd'hui on fait partager, je dirais, aux autres, et plus particulièrement quand on fait des projets, parce que le projet de l'IFOUS, c'est quand même un projet d'une centaine de chambres sur une île. Donc il y a tout un problème environnemental, il y a un problème d'eau, il y a un problème de pollution, d'une nappe phréatique et puis tout. Donc on a une expérience et on va faire profiter de notre expérience je dirais, aux autres équipements du territoire. Alors, une question peut-être pour Éric. Éric, tu as dit tout à l'heure que chaque fois que tu tournes un film, tu te dis que c'est le dernier, mais qu'en fait, chaque film t'amène le film d'après. Quels sont tes projets de tournage en Nouvelle-Calédonie? C'est encore très flou, hein, mais il y a certainement un projet sur les pirogues d'Île des Pins et sur la façon dont ils sont confrontés avec le monde moderne, qui fait partie des projets auxquels je pense, et puis peut-être un projet plus large sur justement ce que seraient toutes les solutions qui sont envisagées en Calédonie pour vivre sans le nickel. Donc pas seulement DEVA, mais justement tout ce qu'il pourrait y avoir autour de projets comme DEVA. Voilà. Mais c'est encore pour l'instant, voilà, on est en réflexion. Dans ma vie, travailler très jeune avec les Kanaks, que ce soit dans le syndicat ou dans la politique, puisqu'il l'a dit, j'étais à l'Union calédonienne, donc on était peu d'Européens à l'époque, c'était beaucoup de Kanaks, mais jamais je n'ai pris la parole à la place du Kanak parce qu'il y a une culture très forte. Et aujourd'hui, il y a une très grande évolution chez les jeunes. Ce que les vieux pouvaient nous dire, je dis les vieux parce qu'ils étaient plus vieux que moi, pouvaient nous dire, ils le disaient toujours un petit peu en aparté, par petits morceaux, ils nous racontaient les histoires, mais jamais nous montraient. Dans la région de Bourail, il y a un lieu qui s'appelle la table des sacrifices, que le vieux Léopold Jett, donc on a donné son nom au collège de Bourail, racontait qu'il y avait un endroit où on appelait la table du sacrifice, puisque c'était des anthropophages, donc ils mangeaient de la viande humaine. Et ce vieux-là ne m'a jamais montré la table du sacrifice. Pas plus qu'il ne m'a jamais montré ce qu'il appelait son frigidaire. Son frigidaire, c'était une cascade avec une grande cuvette, et c'est là qu'il mettait la viande à rafraîchir ou à conserver. Aujourd'hui, le fils qui a 70 ans, reçoit à la tribu et montre la table du sacrifice. Il montre le lieu où il cuisait la viande et il montre, je dirais, des vestiges osseux, ce que nous ne pouvons pas faire à leur place. Mais aujourd'hui, il y a, je dirais, une évolution, c'est-à-dire qu'on est sorti un petit peu, je dirais, du tabou. Du tabou, exactement comme nous, Calédoniens, pendant je dirais, des décennies, pendant des générations, on était dans le non-dit. On était dans le non-dit. Moi, quand je demandais à ma mère, je posais des questions à ma mère, elle ne me répondait jamais sur pourquoi mon père est venu en Calédonie, pourquoi que le père de ma mère est venu en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai jamais eu, je dirais, un morceau de l'histoire. On était dans le non-dit. Mais on était dans le non-dit chez les Européens, on était aussi dans la préservation de la culture chez les Kanaks et de la retransmission orale à celui à qui le chef ou le patriarche de la tribu avait décidé de passer, je dirais, de passer la parole, de faire suivre l'histoire. Donc aujourd'hui, chez les Kanaks, on en parle beaucoup plus. Chez les Kanaks, on ouvre beaucoup plus. Il y a quelques décennies, les Kanaks que vous avez vus tout à l'heure avec Christophe Song, donc
l'archéologue, le chercheur archéologique. Avant, ces Kanaks n'auraient jamais mis les pieds sur le site. Ils n'auraient jamais mis les pieds parce qu'ils n'étaient pas de là. Et il aurait fallu qu'ils soient autorisés par, je dirais, leur chef de clan, par les anciens, pour pouvoir circuler. Donc, on est un pays jeune. La Calédonie est un pays jeune. C'est ce qu'il faut donc retenir. Un peu plus de 150 ans de prise de possession, je dirais de civilisation, donc il faut donner le temps au temps. Mais il y a une très grande évolution sur, justement, avec le San Jomari Chibaou, avec la DCK. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a une évolution et que les Kanaks n'ont plus peur de montrer leur histoire. Concernant les plantes médicinales, les Kanaks les connaissent. Avant la prise de possession en Nouvelle-Calédonie, enfin, les Kanaks se soignaient eux-mêmes. Il n'y a que certaines maladies qu'ils n'ont pas pu soigner eux-mêmes, ce sont les maladies qui ont été importées ou autres, mais ils avaient, enfin, ils ont une très grande connaissance de l'utilisation des plantes. Que ce soit donc pour soigner, y compris, parce qu'on pose des fois, les gens se posent la question, mais comment les Kanaks n'avaient pas plus d'enfants? Ben, c'est parce qu'ils avaient leur méthode de contraception par les plantes. Au même titre qu'ils avaient par les plantes des moyens d'éliminer tout un clan s'ils le voulaient. Hein. Mais des plantes médicinales, Kanaks, certains médecins en Nouvelle-Calédonie tolèrent, je dirais, l'utilisation des plantes à un malade. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Un exemple, c'est le mien. En 1974, je tombe brutalement malade. Mais brutalement, hein. Vous voyez, 74, brutalement malade. Transféré en métropole et Vassan avec réanimateur, médecin et puis tout, arrêté à Singapour à l'époque, on me débarque presque. J'arrive à la Pitié-Salpêtrière, problème de blocage de rein, problème néphrologique. À cette époque, en France, vous aviez certainement un des meilleurs néphrologues, reconnu mondialement, qui, pendant 2 mois, patine. Complètement. Je dirais même 3 mois, puisque je fais 3 mois en France. Et mes amis en Nouvelle-Calédonie, syndicalistes, politiques, me disent, il faut rentrer parce que tu es en train de sécher. Et je suis rentré, et c'est un Kanak. Je rentre en Nouvelle-Calédonie, même pas 24 heures après, 12 heures après, j'étais déjà à l'hôpital sous perfusion et autres. Et ce sont des amis syndicalistes qui avaient démarché un Kanak de Yingen, donc de Tiedanit, qui était un guérisseur, et il m'a donné des plantes à boire. C'était horrible, hein, on avale tout dans ces cas-là. Et en moins d'1 semaine, les résultats d'analyse avaient déjà changé. Pour vous dire la puissance des soins. Et ça, à partir de là, bon, moi je disais, c'est des boucons, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, vous avez encore des Mélanésiens, des Kanaks, des vieux Kanaks, qui soignent par les plantes. Et ça a été efficace, hein, puisque c'était en 1974, j'étais condamné à mourir. Voilà. Ben, ceux qui m'avaient condamné à mourir, ils se sont trompés. Bon, peut-être que ça les aura arrangés, mais bon. Voilà. Donc, les plantes Kanak, c'est quelque chose de fort. Simplement qu'il est vrai qu'il y a l'utilisation des pharmacopées et autres, mais peut-être qu'on n'y va pas suffisamment vite. Mais il y a une préservation, il y a
un herbier extraordinaire, enfin l'Orstom avant, l'IRD maintenant, qui existe. Hein. Donc, voilà. Moi, je vous ai donné ce cas parce que j'ai vécu ce qu'on appelle l'empoisonnement, parce qu'on ne soigne pas quelqu'un avec des plantes s'il n'y a pas une raison. Et voilà. Donc c'est fort. Mais beaucoup, hein. Excusez-moi, la ciguatera dont on fait des recherches actuellement, et puis il y a quelques soupçons de réussite au laboratoire Malardé en Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie, il y a des gens qui guérissent la ciguatera par la consommation donc de potions, hein, à partir des plantes. Hein. Et c'est efficace. Hein. Dans la vie, on réussit jamais tout seul. Jamais. On réussit si on a une équipe, qui travaille avec soi. Et je pense qu'une grande partie de ma réussite a été, de ma réussite entre guillemets, hein, qu'elle soit syndicale ou politique, ça a été effectivement d'avoir une équipe qui, de temps en temps, peut-être me rappeler aussi à reprendre des directions que j'avais peut-être tendance à vouloir reprendre ou aller trop vite. Voilà. Donc, simplement que le projet de Bourail, c'est vrai que c'était une grande ambition. Souvent, mes adversaires ont dit c'est un utopiste. Mais bon, dans la vie, il faut avoir des ambitions, il faut être utopiste, surtout quand on travaille pour une population, quand on est maire en particulier. On est attaché à sa commune, on est attaché à sa terre, on est attaché à sa population. Donc c'est l'intérêt général qui prime, et quand vous faites primer l'intérêt général, que vous avez une bonne équipe qui vous suit, qui travaille avec vous, eh bien on a une chance, je dirais, de réussir beaucoup plus grande que si on veut travailler tout seul. Voilà, merci. Je ne serai pas long du tout, hein. C'est juste aussi pour remercier la Maison de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'à chaque fois que finalement je fais un film calédonien, on vient le présenter ici. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de le présenter là. Je trouve que le contexte est tout à fait légitime pour ce genre de film. Donc un grand merci encore. J'espère que le prochain, on viendra le représenter ici. Et puis un grand merci à tout le monde d'être venu assister à la présentation. Et puis un grand merci à Taïeb d'être venu ici. C'était un vrai plaisir de le revoir.